Le squad, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel échange santé et performance. Aujourd'hui, on accueille Tom Follin, prépa physique au Brest-Bretagne Handball, avec leur équipe Fagnon en Ligue des champions de handball féminin. Tom, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bah déjà, merci Maxence de m'accueillir sur ce podcast. C'est avec plaisir que je participe. Du coup, Tom Follin, j'ai 27 ans, bientôt 28, préparateur physique de l'équipe professionnelle du Brest-Bretagne Handball. Voilà, ça va être ma 6e année au club. Et puis, tu es également l'ami de Bastien Kerangoff, qui est l'entraîneur de triathlon avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger sur le podcast numéro 19. Un épisode qui a d'ailleurs cartonné et que je conseille aux passionnés de sport d'endurance. Je crois que les sportifs d'endurance, ils kiffent beaucoup les podcasts parce que tout ce qui tourne beaucoup sur l'endurance, c'est des épisodes qui marchent bien. Nous, on va parler de handball, mais surtout de hand féminin. Et c'est vrai que pour avoir fait mes petites recherches sur le club dans lequel tu pratiques, on se rend compte que finalement, c'est un club qui est assez récent au niveau du hand féminin. Depuis 2016-2017, c'est un club qui joue le podium en championnat, Ouais. avec notamment une saison exceptionnelle que tu as dû apercevoir au sein du club, parce que en l'espace de 2 semaines, le club il remporte sa troisième Coupe de France et son deuxième championnat de France. Et puis il y a aussi eu une finale en Une Ligue des finale en Champions. Champions League. Ouais. Ouais. J'aimerais en fait que tu nous dises, est-ce que ça a permis une certaine évolution des moyens humains et de l'infrastructure au sein du club? C'est vrai que moi, du coup, j'étais sur le centre de formation à cette période-là, mais je l'ai vécu quand même en interne parce que forcément, on travaille dans la même structure et on échangeait déjà beaucoup à l'époque avec les prépas physiques de l'équipe professionnelle. Je les côtoyais beaucoup. Ça n'a pas forcément changé des choses dans la structuration du staff, etc. Parce que c'était déjà un staff qui était étoffé à l'époque. Maintenant, forcément, ça a changé le regard qu'on porte sur le club et il y a beaucoup plus d'attentes parce que on a montré qu'on pouvait atteindre ce niveau-là, qu'on avait les moyens pour aller chercher des titres et forcément les gens qui nous suivent attendent plus. Maintenant, je pense que ça permet aussi, je dirais pas de stabiliser, mais de se dire que voilà, on a une structure qui a les moyens d'aller chercher des gros titres et du coup, finalement, bah ça permet voilà de se rassurer, de se conforter aussi dans les moyens financiers, j'imagine, pour les présidents et également dans l'organisation. Alors forcément, on le sait tous, il y a des remaniements en permanence dans le sport de haut niveau, que ce soit humain, que ce soit financier, que ce soit au niveau de la structure. Mais ça nous a permis, je pense, d'être encore dans cet élan-là et de se dire, OK, il y a un staff qui l'a fait, parce que là, le staff est quasiment nouveau, et de se dire, bah, nous aussi, on peut le faire. Finalement, on a la machine pour, quoi. Après, voilà, c'est des histoires de réglages, etc. Mais forcément que c'est un moment important pour le club, pour le handball français. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine forme de stabilité, finalement, depuis 6-7 ans. Étonnamment, en Ouais, tout cas, exactement. c'est depuis la période où tu es rentré dans le club, mais il y a cette forme de stabilité avec ces podiums de manière récurrente, beaucoup de seconde place, une ou deux troisième place, une première place, comme on l'a dit, en 2021. Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'être un peu dans cette partie-là où justement bah, on vous rongeait un peu votre os pour peut-être permettre une certaine structuration et aller chercher plus haut. Parce que bon, bah, vous avez fait cette finale de Ligue des Champions en 2021, mais au final, vous êtes le seul club à l'avoir fait. Même un club comme Metz, qui cartonne dans le hand féminin, ne l'a encore jamais fait. Bah ouais, effectivement. Après, moi, j'essaie toujours de souligner, et je l'avais fait aussi à travers un post sur Instagram, dire que c'est vrai que les premiers, on les retient toujours, les deuxièmes un peu moins. Et c'est vrai que là, ça fait déjà 2 saisons que on est régulier. Moi, je viens de rejoindre le staff que cette saison, donc j'étais pas là la saison dernière, mais je l'ai suivi aussi. C'est vrai que bah, c'est le coach Pablo Morel qui est là depuis maintenant 2 saisons, et l'équipe fait deuxième du championnat de France. On est quand même dans le top 12 européen. On a fait un beau parcours aussi en Champions League. On a fait un beau parcours en Coupe de France. Voilà, c'est quand même des bons résultats. On attend Brest à la première place, mais je pense que c'est aussi des étapes nécessaires parce que il y avait eu beaucoup de changements, un nouveau coach, un nouveau staff, des nouvelles joueuses. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut stabiliser l'organisation. Et on peut pas attendre tout de suite des résultats. C'est un peu comme en préparation physique, il y a une certaine progressivité à respecter, des étapes à valider, stabiliser un peu les comportements aussi. Donc voilà, moi je trouve que ça fait partie du processus. Forcément, on aimerait tout gagner tout de suite, mais on sait que c'est un travail
qui se construit, qui prend du temps. Donc voilà, moi je suis très optimiste sur la saison qui arrive. Pour le coup, on a des changements au niveau du staff avec un kiné qui nous rejoint à temps plein, qui vient de Monaco Foot, Antoine Le Pouezard. Voilà, moi je suis excité à l'idée de travailler avec une personne supplémentaire dans le staff. Il y a aussi quelqu'un qui vient nous aider, nous accompagner, qui s'appelle Lucas Cellino, qui va être sur la partie data. Parce que moi, jusqu'à présent, je gérais ça tout seul. Il nous a rejoint en cours de saison la saison dernière. Donc voilà, il va y avoir 2 personnes supplémentaires qui viennent s'ajouter au staff. Donc je pense que voilà, on va avoir vraiment des bons moyens pour aller chercher quelque chose. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va réussir à performer. En tout cas, c'est super sain. Je pense que cette certaine stabilité qu'on peut percevoir au niveau des résultats. Tu me fais une passe décisive en parlant de préparation physique. Bien évidemment, c'est ce dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui. Quelle est la place qu'occupe la préparation physique dans le hand féminin professionnel? Je dirais qu'elle occupe une place importante. On est dans un sport qui évolue rapidement, qui va toujours plus vite, toujours plus fort. Donc la partie physique fait complètement partie du sport, de l'activité. Un peu comme au rugby, je dirais. Alors forcément, le pourcentage est moins important, mais à l'heure d'aujourd'hui, sur une pré-saison, déjà sur la période d'intersaison, je dirais où les joueuses sont en vacances, elles ont des programmes d'entretien et pour moi, c'est une période très très importante que des fois j'utilise aussi pour du développement pour certaines joueuses, notamment les plus jeunes. Mhm. Après, sur la partie de la pré-saison, là, on a environ entre 7 et 8 semaines de préparation avant le début de la compétition. C'est une période où la prépa, elle est très présente sur différentes qualités. Après, on pourra en discuter. Et puis, tout au long de la saison, après, forcément, sur une équipe professionnelle qui joue sur 2 tableaux en Champions League et en Championnat de France, on a peu de temps pour s'entraîner, mais on essaye toujours de caler des sessions et de maintenir les qualités de force et d'être toujours dans un objectif de prévention des blessures. Non, honnêtement, c'est important. Et aujourd'hui, il y a des joueuses qui ont des qualités techniques, mais qui ont une carence physique et qui n'arrivent pas à s'exprimer sur le terrain. Voilà, des fois, en augmentant le curseur sur certaines qualités, ça leur permet de s'exprimer et d'être des joueuses qui performent. Tu parlais de off-season, ou en tout cas de reprise de saison, où vous avez, tu m'as dit, 7-8 semaines, c'est ça? Ce qui peut Ouais, être c'est ça. assez conséquent. Comment tu périodises cette période-là, d'un point de vue préparation Ben, physique? déjà, ouais, bah déjà du coup, là on avait à peu près 1 mois, une semaine de coupure, c'est-à-dire où les filles n'étaient pas au club. Du coup, elles ont eu un programme là, à distance qu'elles faisaient chez elles sur plusieurs semaines. Donc là, c'était plus sur un travail aérobie. Moi, je trouve que c'est une période importante et c'est aussi le moment pour moi de placer de la basse intensité. Parce que c'est vrai qu'on est sur un sport à très haute intensité, parfois compliqué d'en placer dans la saison. Donc là, je profite vraiment pleinement de ça pour faire du volume. Il y a aussi moins de contraintes parce qu'il n'y a pas d'activité. Donc, je place beaucoup d'aérobie. Forcément, il y a un renfort en périphérie. Alors, je propose toujours une séance en salle pour les joueuses qui ont à disposition du matériel en salle et puis les joueuses qui sont en vacances mais avec du petit matériel. Donc, je fais toujours des programmes différents. J'individualise aussi beaucoup par rapport à des pathologies chroniques. C'est aussi des moments où on peut essayer de résoudre quelques petits soucis. Du moins, on peut pas résoudre tout en 4 ou 5 semaines, mais essayer. Voilà un petit peu pour cette période-là. Et pour les joueuses qui sont peut-être des joueuses plus jeunes, j'essaye vraiment de faire un programme de développement où c'est même pas du maintien des qualités, mais c'est plutôt du développement qui est un peu plus poussé, quoi. Et après, on a une période contre 7 et 8 semaines de pré-saison où là, forcément, on commence rapidement le handball. On a du handball dès la première semaine parce que c'est important que les filles apprennent déjà à se connaître parce qu'il y a forcément des nouvelles joueuses et aussi jouent rapidement ensemble. Mais il y a une grosse partie physique. Moi, comment je l'amène? En gros, c'est toujours en progressivité. Finalement, c'est dans la continuité de ce qui a été fait à distance. Puis c'est un effet un peu entonnoir, c'est-à-dire que plus on se rapproche de la compétition, plus on va arriver sur des formats de force et un travail à haute intensité. Déjà pour habituer les corps à travailler à cette intensité-là et puis pour préparer aussi les filles psychologiquement. Voilà, après, chaque semaine a sa thématique et puis on avance comme ça au fur et à mesure, quoi. Et justement, tu parlais des jeunes joueuses. J'ai pu voir que dans votre centre de formation, les joueuses étaient majeures, avaient plus de 18 ans, c'est bien ça? Oui, tu as des joueuses qui ont plus de 18 ans. En fait, souvent les joueuses du centre de formation, elles rentrent en centre de formation après le pôle espoir, donc après la terminale. Il y a des fois des exceptions, il y a des joueuses en terminale qui rentrent déjà en centre de formation, mais c'est rare. Donc ouais, elles ont entre 18 et 22 ans, quoi. Ouais, Voilà. ce qui est assez rigolo parce que c'est vrai que notamment dans le football et dans d'autres sports, le centre de formation, c'est plutôt justement cette période, on va dire, de lycée entre 15 et 18 ans. Et là, du coup, il y a le curseur qui est un peu Mm. décalé avec le pôle de formation, le pôle espoir.
Mais pareil, dans le football, le pôle espoir va être un peu plus tôt dans la formation. Est-ce que justement, ces jeunes handballeuses sont, selon toi, suffisamment prêtes athlétiquement, d'un point de vue des éducatifs notamment, pour intégrer le monde professionnel? Ça dépend des profils, ça dépend aussi de la formation qu'elles ont eue avant, notamment Pôle Espoir. Je trouve qu'on avance dans le bon sens, c'est-à-dire que de plus en plus les Pôle Espoir ont des préparateurs physiques. Du coup, il y a forcément un accompagnement qui est plus qualitatif. Moi, en tout cas, sur mes années sur centre de formation, j'ai eu de tout. J'ai eu des joueuses qui sont arrivées avec aucune culture, qui venaient d'ailleurs. Il a fallu tout apprendre. J'ai des joueuses qui avaient peut-être vécu des blessures, malheureusement, dans le passé et qui avaient du coup été confrontées à beaucoup de séances de préparation physique et qui étaient mieux éduquées. J'ai eu vraiment de tout. Et je pense que justement, le centre de formation, c'est un sas où on remet tout le monde à niveau, on prépare les corps, on développe pour préparer potentiellement à ce qu'elles intègrent l'équipe professionnelle. Moi, je trouve que c'est très enrichissant de travailler sur un centre de formation parce qu'on est confronté à un public qui est vraiment hétérogène. Et puis, il y a le côté projet. Et c'est surtout que, en tout cas, j'ai eu la chance, moi, de côtoyer des coachs qui laissaient beaucoup de place à la préparation physique. Et du coup, on peut mettre beaucoup de séances et avoir des projets vraiment sympas, quoi. Et justement, quelle est la différence au niveau de ton rôle de préparateur physique entre le centre de formation et le staff professionnel? Bah, moi, je dirais que c'est deux métiers différents. En fait, sur le centre de formation, on est vraiment sur du développement pur toute la saison, parce que l'objectif, c'est que les filles, elles progressent. Je dirais que les matchs, c'est un peu au second plan. C'est pas grave s'il y a une joueuse qui va jouer avec des courbatures. C'est pas grave si elle performe pas sur un match, parce qu'on sait très bien que c'est un projet à long terme. Donc, j'ai plus de marge de manœuvre. Je peux aussi faire des choix forts et voilà, me concentrer vraiment sur la préparation physique. Moi, je trouve que sur une équipe professionnelle, c'est différent. Il y a moins de marge de manœuvre et on doit être plus précis. Je dis pas que j'étais pas avec les filles du centre de formation, mais là, on doit être vraiment plus précis dans le sens où c'est pas possible qu'une joueuse ait des courbatures sur un match, déjà, parce que bah, on sait tous ce que c'est de courir avec des courbatures et t'es pas à ton meilleur niveau en termes de sensations. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faut bien gérer la charge. Il faut bien amener tes mouvements, bien amener tout ton travail que tu veux mettre en place pour pas qu'il y ait trop de traces, mais d'un côté qu'il y ait un maintien des qualités physiques durant la saison. Ça, c'est la première chose. Après, il faut savoir s'intégrer dans un système. Je travaille avec un staff, avec pas mal de personnes. Il y a un chef de projet qui est le coach. Il a un projet de jeu, il faut le comprendre. Il faut aussi respecter sa façon d'entraîner et ce qu'il attend des joueuses. Donc ça, il faut le saisir. Et du coup, il faut s'adapter aussi par rapport à tout ce que tu mets en place. Après, je dirais qu'il faut trouver le bon compromis entre récupération et travail physique, dans le sens où on joue tellement. Des fois, on joue le mercredi, on rejoue le samedi, que les filles, en fait, il y a des moments où il faut trouver le bon ratio entre récup et travail, quoi. Et c'est ça le plus dur à faire. Parce que aucune semaine se ressemble, en fait. C'est vrai que c'est un sport à échéance régulière, comme le football, comme le rugby, ce qui est un peu particulier à la différence des sports où les échéances sont plus longues. Je pense à certains sports de Jeux olympiques, d'athlétisme, les sports de combat, etc., où la réflexion est différente. Et ça me fait penser un peu à la conversation que j'ai pu avoir sur ce podcast avec Julien Colombo, qui est au sein de l'INSEP et qui s'occupe Ouais. des équipes de France jeunes et qui lui explique qu'effectivement, il a la chance d'avoir une vision très long terme sur plusieurs années, 2, 3 ans, pour développer ces jeunes athlètes. Et je trouve que ça fait le parallèle en fait avec potentiellement des athlètes professionnels où tu vas avoir par exemple une échéance des Jeux Olympiques où effectivement bah, tu auras 4 ans pour bien travailler avec des mini-objectifs, mais qui seront pas forcément des objectifs phares pour l'athlète. Donc, je comprends un peu ce que tu veux dire par rapport à cette différence entre le centre de formation et les athlètes professionnels. J'aimerais justement qu'on parle de cette particularité que vous avez au BBH, notamment avec cette Ligue des Champions, parce que au sein du squad de la performance, on n'a que la crème de la crème. J'aimerais justement que tu nous dises voilà, la place du développement athlétique pendant ces périodes-là qui sont assez particulières avec ces échéances très régulières. Ouais, c'est une bonne question. En fait, je pense que la plus grosse part de développement, elle est, comme je te disais, si on peut appeler ça du développement, parce que forcément, des fois, il faudrait 1 an, 2 ans pour vraiment développer. Mais sur l'intersaison et sur la pré-saison, j'ai vu des vraies progressions. Après, au cours de la saison, honnêtement, c'est compliqué. Te dire que je développe certaines qualités physiques, ce serait mentir. Par contre, mon travail,
c'est de les maintenir. Et déjà, les maintenir, c'est une super chose. Donc, c'est-à-dire de bien calibrer les sessions pour que on ait des formats de force qui permettent de maintenir les qualités de force des joueuses. Pour moi, c'est le plus important. Et après, s'assurer que sur, en tout cas, l'aspect aéro, eh ben, on maintienne aussi les qualités des joueuses. Et là-dessus, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que déjà, sur une équipe, là, la saison prochaine, on aura 22 joueuses professionnelles. Les 22 auront jamais tous les mêmes temps de jeu. Moi, mon travail, c'est aussi de comprendre que il y a des joueuses qui vont jouer beaucoup, donc il faudra être plus sur un format récup et maintien et qualité de force. Et puis il y a des joueuses qui vont jouer beaucoup moins ou pas du tout. Et à ce moment-là, ces joueuses-là, ben moi, il faut que je mette des compensations physiques pour qu'elles maintiennent leur qualité parce que l'entraînement et les matchs suffisent pas à maintenir la qualité. Et si moi, je fais pas bien mon travail, il va y avoir un désentraînement. Et le jour où elles vont être appelées, elles seront pas au niveau. Et ça, c'est un gros problème. Donc moi, mon travail, c'est vraiment d'être vigilant sur les temps de jeu et de bien ajuster les charges d'entraînement. Il est là mon plus gros travail au-delà du développement. Et de m'assurer que peu importe la joueuse qui choisit le coach, elle peut être à 100% sur le terrain. Après, comme je te disais, il y a des jeunes joueuses. J'ai l'exemple d'une athlète cette saison qui fait partie la saison dernière, qui fait partie du groupe pro. Et on s'était dit que c'était un projet de développement, qu'on avait du temps. Du coup, elle a été sur un programme qui était complètement différent de l'équipe, mais complètement différent. J'ai mis un an où je lui ai dit, voilà, on va se concentrer sur l'haltérophilie. Et on a fait quasiment que de l'haltéro, puisque moi, dans ma philosophie d'entraînement, je fais des choix forts. Je pense que c'est difficile d'être partout. Quand tu es partout, tu es nulle part. Donc là, c'était plutôt de faire de l'haltéro. Et en parallèle aussi, on avait des cycles de développement aérobie. Et du coup, là, c'est des projets qui s'apparentent plus à du centre de formation. Donc en fait, c'est assez riche, mais le développement pur, pour moi, en pleine saison, quand tu joues 2 matchs par semaine, il n'existe pas. C'était une joueuse qui avait quel âge? Enfin, qui a quel âge? 18 ans, Ok. mais qui est Et, vraiment précoce, hein. bah, Donc, qui a intégré un groupe professionnel jeune. exactement. Et du coup, ça me questionne beaucoup ces jeunes talents qui intègrent les équipes professionnelles, encore plus quand c'est des clubs qui jouent les hauts de tableau, les compétitions internationales, européennes, etc. Parce que du coup, elles sont quand même dans une grosse effervescence avec des sportifs, sportives de talent, ce qui, je pense, est un plus dans leur développement. Pour autant, effectivement, elles ont peut-être, c'est beaucoup plus difficile parfois de partir sur une phase de développement. Donc là, c'est super intéressant parce que je comprends que toi, tu l'as un peu sorti du cursus de par son jeune âge, etc., pour pouvoir travailler avec elle. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que tout sport confondu, parfois, il y a des jeunes talents qui sont un peu bridés dans leur développement athlétique parce que tout simplement, ils sont dans un groupe qui n'a pas la place pour ce développement athlétique. Ouais, bah clairement. Après, moi, j'ai des exemples en tête, hein, mais il y a des fois, en fait, des joueuses qui sont propulsées à très haut niveau rapidement par leur qualité technique. Et puis, voilà, des fois, il y a aussi le talent Bien pur et sûr. qui leur permet d'exister à ce niveau-là. Mais du coup, elles n'ont pas eu les étapes que les autres joueuses ont eues, c'est-à-dire un centre de formation, c'est-à-dire une équipe professionnelle, etc. Et du coup, en fait, c'est pas de leur faute. Elles sont victimes du système parce qu'elles ont été propulsées super jeunes et super tôt. Et du coup, elles n'ont pas eu la culture physique, les habitudes de travail, la compréhension du processus et le sens surtout derrière tout ça. Parce que elles arrivent, ou j'ai aussi d'autres exemples en tête de joueurs, mais dans des sports masculins. Et du coup, il y a un moment donné où s'il y a une blessure ou s'il y a une contre-performance et que c'est lié au physique, bah, c'est plus compliqué de reprendre le travail en fait. Parce qu'il faut tout réexpliquer et finalement, en fait, il n'y a pas les bases, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai challenge pour les préparateurs physiques, tant dans l'accompagnement que dans le travail au quotidien, quoi. Mais c'est intéressant aussi parce que Ouais, voilà, ouais, ouais, merci ça beaucoup te pour pousse, ta quoi. réponse que je partage bien évidemment. Tu parlais d'haltérophilie. Est-ce que tu utilises l'haltérophilie pure, entre Mhm. guillemets, ou est-ce que tu utilises plutôt des semi-techniques d'haltérophilie? Alors sur l'haltérophilie pure, non. Tout simplement parce que je pense que tu me rejoindras là-dessus. Ça demande beaucoup de temps pour l'apprentissage et c'est vrai que sur une saison comme ça, on n'a pas le temps. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que on a des étrangères. Donc en fait, les joueuses, elles n'ont pas toute la même culture dans l'entraînement. Tu as des joueuses qui vont maîtriser l'haltérophilie, tu as des joueuses qui en ont jamais fait, qui arrivent au club, tu as des joueuses qui maîtrisent un petit peu. Et en fait, si tu veux, il faudrait que je reprenne tout avec tout le monde et vraiment qu'on fasse un vrai cycle, etc. Et on n'a pas le temps. En fait, le ratio temps-bénéfice, il est pas bon. Du coup, moi, ce que je fais, c'est du semi-technique. Enfin, je mets vraiment des mouvements qui sont pas entiers, notamment du power clean, des choses comme ça, qui sont assez simples à réaliser sans forcément de danger. Par exemple, je me suis jamais aventuré dans du snatch avec toutes les choses. C'est quelque chose qui demande un vrai apprentissage. Mhm. Par contre, quand j'ai le temps, quand je te parlais de l'athlète avec qui j'ai travaillé sur l'haltéro, on a fait les deux mouvements.
et les doux mouvements en entier. Donc, on a fait du snatch et du clean, mais avec les autres jeux, c'est compliqué. Par contre, il faut aussi comprendre qu'on a des joueuses qui sont internationales et du coup qui vont dans leurs équipes nationales sur des périodes dédiées et elles travaillent aussi avec d'autres préparateurs physiques qui ont aussi leur vision. Donc, il faut trouver un bon équilibre aussi pour se dire que ces José, elles vont peut-être faire de l'haltéro. Donc, il faut aussi en faire un minimum pour pas qu'il y ait un gros décalage quand elles partent en stage. Donc, finalement, je te dirais que je fais le minimum déjà pour la performance parce que je trouve que c'est intéressant, sinon je le ferais pas. Il y a un réel intérêt. Et puis, je le fais aussi dans une idée de continuité quand les joueuses vont dans leur sélection. Mais c'est quelque chose que j'aimerais renforcer cette saison. C'est un objectif que je me suis fixé pour l'aspect perf et puis pour l'aspect aussi que je viens d'aborder. C'est rigolo parce que tu vois, à chaque fois que j'aborde le sujet de la musculation avec des professionnels qui travaillent dans le monde professionnel féminin, tous vont me parler de culture. Je pense notamment à la discussion que j'ai eue avec mon ami Lamine Bellaloui qui a travaillé au sein du club de l'Olympique Lyonnais et pour l'équipe professionnelle. Et lui, Ok. c'était vraiment un constat qu'il faisait parce qu'il y a beaucoup d'internationales au sein de cette équipe. Et surtout, il me disait, il y a des joueuses qui pourraient être professionnelles dans différents sports parce qu'elles ont développé vachement de qualité athlétique par rapport à cette culture qui leur est propre dans leur pays, quoi. Ouais, complètement. C'est hétérogène. Chaque joueuse est différente. Vraiment, moi, je le vois au quotidien. Il y a des filles qui ont commencé la musculation très tôt, qui ont vraiment des habitudes de travail, qui maîtrisent les mouvements, et puis d'autres qui ont commencé un peu plus tard. Enfin, mais c'est aussi riche et c'est aussi un gros challenge pour les préparateurs physiques. Gros challenge. Au sujet de la musculation, est-ce que tu as l'adhésion complète de tes handballeuses? Et si oui, comment tu t'y prends? Je trouve que l'ensemble du groupe est investi sur les entraînements. J'ai jamais eu de problème là-dessus. Donc, j'imagine qu'il y a un minimum d'adhésion. Ensuite, comment je m'y prends? Ben déjà, je pense que ce qui est important, c'est de connaître les joueuses. Donc, moi, j'ai l'habitude de faire des entretiens individuels en début de saison. J'en fais aussi en fin de saison. Donc, j'essaye toujours, j'apporte beaucoup d'importance à la relation. Je pense que sans confiance, il n'y a pas forcément d'adhésion ni de travail de qualité. Donc, c'est pour moi important de prendre le temps avec chaque joueuse en début de saison pour cerner ses objectifs déjà personnels, de cerner ses besoins, qu'elle comprenne aussi les miens, parce que j'ai des exigences et j'essaie d'être transparent là-dessus et d'avoir un fil conducteur tout au long de la saison, donc qu'elle soit bien au clair là-dessus. Et ensuite, j'essaie d'expliquer un maximum les choses, c'est-à-dire de mettre du sens derrière chaque séance et pas qu'elles arrivent en salle de muscu et qu'ils disent, bon, voilà, on fait ça aujourd'hui. Il y a toujours un moment où je prends le temps d'expliquer quel est l'objectif de la séance, dans quel cycle il s'inscrit, pourquoi on la répète, par exemple, parce que des fois, on fait les mêmes séances, et j'explique toujours l'intérêt. Donc, je pense que ça suscite aussi chez les filles de l'intérêt, et elles y mettent plus de sens. Donc, ça passe par là. Après, ça passe par un travail aussi qui est adapté pour certaines joueuses. Je dirais que je fais du travail semi-individualisé. Cette saison étant seule, je ne pouvais pas non plus individualiser sur 21 joueuses. Maintenant, j'avais un tronc commun et j'ai individualisé en fonction des pathologies déjà et en fonction aussi des postes pour certaines joueuses, notamment les gardiennes. Donc je pense que une joueuse qui sent aussi que je fais un effort pour individualiser, ça lui montre que c'est quelque chose qui est adapté et qui va la rendre plus performante. Donc ça renforce l'adhésion. Je pense aussi qu'il y a un moyen très simple que les joueuses elles adhèrent à un programme, c'est qu'elles se sentent progresser ou qu'elles se sentent en tout cas bien. C'est là-dessus moi que j'essaie de me concentrer. Demain si je suis coaché, moi le coach il va avoir du crédit s'il me fait progresser ou si je me blesse pas ou si je me sens bien sur les matchs. Donc voilà, je m'assure que les joueuses, elles ont des bonnes sensations, qu'elles progressent ou qu'elles évoluent. Et du coup, c'est une discussion permanente. Je crois que la communication, je dirais que c'est le maître mot pour avoir l'adhésion et même pour que ça se passe bien au quotidien. Voilà, je sais pas si je réponds à ta question, mais Si, si, c'est très clair. On comprend bien l'importance de feedback régulier via la communication et puis établir une relation de confiance. Essayer aussi, j'imagine, via tes différents entretiens, de mesurer, que ce soit quantitativement, mais aussi de manière subjective, ben, comment ça s'est passé pour elle pendant la saison. Justement, pour aller dans un sujet très féminin. Votre arrière droite, Eva Jarige, milite beaucoup pour une meilleure prise en compte des cycles menstruels dans le handball de haut niveau. Et elle a Mhm. souligné dans un journal régional, le Télégramme pour le citer, que tu t'étais formé en fait sur ces questions auprès d'un sexologue du sport. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique avec ton groupe? Déjà, je voulais souligner la prise de parole d'Eva sur ce sujet. Je trouve ça intéressant et je pense que ça fait évoluer les choses. Je trouve courageux de sa part d'en parler. C'est vrai que nous, après, c'était sur le centre de formation. On avait eu
la chance et l'opportunité d'avoir une petite formation avec une femme qui nous avait présenté un petit peu justement plein de choses sur ce sujet-là. Moi, lors d'aujourd'hui, je pense que déjà, j'en avais déjà conscience auparavant, mais je suis plus averti sur pas mal de choses. Je le prends vraiment en compte dans l'accompagnement au quotidien. Je pense qu'il faut sensibiliser les joueuses dès le début de saison en leur disant que c'est important et de leur expliquer pourquoi. Après, forcément, il y a aussi le rôle du médical, d'être toujours en échange avec les filles et puis nous alerter s'il y a vraiment des gros soucis. Justement, dans la relation de confiance, de laisser la place aux filles de me dire quand elles sont sur leur premier jour de règles ou quand elles se sentent pas bien, etc. La majorité, en tout cas pour les joueuses que ça impacte, le font. Et je trouve qu'on a vraiment avancé. Et ce que ça change, bah, moi, c'est dans les adaptations, c'est dans mon coaching aussi. On sait qu'il y a des fluctuations hormonales, que sur une période de règles, bah, il y a moins d'énergie, il y a moins de force musculaire, la coordination motrice, elle est moins bonne. Donc forcément, ça a un impact. On sait aussi que le risque de blessure, il est majoré, que les filles, elles ont des douleurs, qu'il y a des changements d'humeur. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc je dirais que sur le terrain, c'est dans l'adaptation, notamment du volume, c'est difficile de baisser en intensité parce que quand une fille elle est sur le terrain, moi je veux qu'elle soit à 100%, mais ce qu'on peut adapter, c'est le volume. Donc des fois, il y a un échange qui est fait avec le coach et la joueuse et on adapte la séance, ça c'est possible. Et moi, après, sur le travail de muscu, je vais être moins exigeant. Je vais adapter, et je vais être un peu moins exigeant et vraiment naviguer à vue en fonction de ses sensations. Il y a des moments où les filles, voilà, même si elles ont des mauvaises sensations, je dis qu'il faut rester sur ce poids-là et qu'il faut qu'on avance, que c'est un processus. Mais sur ce genre de moments, souvent, je navigue un peu à vue. Et mon coaching change aussi, parce que je sais que c'est une période difficile en fait pour elle, tout simplement. Des fois, c'est douloureux, des fois, c'est pas agréable. Ça impacte aussi la motivation. Donc voilà, j'essaie toujours d'être bienveillant tout en restant dans la performance, quoi. Mm. Parce qu'elle, elle souligne beaucoup l'importance de la sensibilisation des staffs. Et est-ce que vous en discutez entre vous et comment vous en discutez? Honnêtement, on en discute tout le temps. C'est encore à construire. Là, c'est des choses qui sont un peu, je dirais, informelles entre les joueuses. C'est-à-dire, la joueuse, elle vient me voir, elle me dit, voilà, etc. Mais je pense qu'on va réussir, et nous, on a le projet de le faire, de structurer un peu plus ça, d'avoir des vrais process. C'est-à-dire que, voilà, le premier jour de règles, quels sont les impacts, etc. Comment on peut réagir, et d'avoir vraiment un gros travail avec le staff médical aussi là-dessus pour le suivi. Mais honnêtement, je te dis vraiment avec sincérité, tout le monde y est sensibilisé, tout le monde connaît l'importance et tout le monde est compréhensif. Voilà, je pense que ça passe par des formations, ça passe par des échanges avec le staff médical. Voilà, il y a des sensibilisations qui sont faites. Je vois au niveau de la ligue, ils font des interventions dans les clubs. Donc les choses bougent et je suis pas inquiet. Je pense que dans les 2, 3 ans à venir, ça va déjà s'accélérer très rapidement, quoi. Parce que malgré tout, moi, il y a un truc qui m'a marqué dans cette interview, c'est qu'elle dit que entre elles, elles en parlent pas vraiment. Il y a un Et tabou ben, malgré tout entre les joueuses. C'est quand même étonnant. c'est vrai qu'après, moi, je suis pas de l'autre côté de la barrière, je suis pas dans le vestiaire, je suis pas dans leur Ouais. discussion et je l'apprends un peu comme toi. Moi, je suis pas forcément écouter leur conversation, donc ça peut être surprenant. Maintenant, je crois que c'est aussi très propre à chacun. J'ai pas l'impression que toutes les joueuses le vivent de la même façon. Donc peut-être que il y a des trucs où elles se comprennent pas parce qu'en fait elles vivent pas la même chose. Mm, Il y a des filles qui vont avoir des grosses douleurs au ventre et il y en a mm, ça va mm, être un peu atténué. Pour d'autres ça va être vraiment des gros changements d'humeur. Pour d'autres il va y avoir une stabilité dans l'humeur et dans les émotionnels, mais il va y avoir des douleurs. Donc je pense que comme les symptômes sont différents, peut-être qu'elles n'en parlent pas trop. Et après, il y a aussi toujours, j'imagine, l'aspect performance. Et on est dans un sport où il faut qu'on performe. Et de dire, bah non, ça va pas trop, etc., c'est aussi montrer un visage peut-être qu'on n'a pas envie de montrer. mm, Alors, mm. moi, je suis pour le montrer parce qu'il y a un moment donné, il faut de la transparence qu'on on évolue dans une équipe. Mais peut-être qu'il y a cette croyance-là et ce qui pourrait se comprendre Mm, et mm. ce qui est légitime. Oui, parce que toi, tu dis ça, et je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a des staffs où une personne, que ce soit un homme ou une femme sportif, disent bah voilà, moi je me sens pas trop, etc. En fait, d'un point de vue même général, hein, sans parler véritablement de ces menstruations, ces cycles menstruels, etc. Dire que ça va pas dans le sport, c'est encore vachement tabou finalement, si on ouvre un peu l'entonnoir. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que dans le sport de haut niveau, c'est compliqué parce que c'est très concurrentiel aussi. Faut pas se mentir. Il y a toujours quelqu'un qui veut te l'apprendre. Donc, il faut aussi prouver sur le terrain, mais aussi dégager quelque chose de serein en permanence. Et du coup, ça passe aussi par des choses qui sont peut-être pas dites. Moi, j'invite quand même les gens
à en parler, parce que je trouve que c'est aussi pour moi une forme de courage et de force d'avouer à des moments qu'on a des difficultés. La personne qui, pour moi, j'aurais du mal à accompagner, c'est celle qui a des difficultés, mais qui veut rien mettre en place. Quelqu'un qui a des difficultés et qui veut essayer de progresser ou de les vaincre ou de résoudre des problèmes, moi je trouve que c'est une force. Et justement, des fois, on peut rester enlisé dans une situation pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour se dire, ouais, je vais paraître faible. Et finalement, en fait, ça t'impacte sur 2 saisons, ça t'impacte à ta carrière, plutôt que de se dire, OK, il y a un moment d'inconfort peut-être à traverser. Mais vas-y, on y va. Bah, peut-être que je vais être jugé, mais au moins je vais résoudre le truc et je vais regarder le truc en face. Bah, peut-être qu'après je serai beaucoup plus épanoui, beaucoup plus performante ou performant Ouais, pour les gars. effectivement, je pense qu'il y en a certains ouais, qui creusent un peu leur trou par manque de confiance de leur entourage. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Justement, j'aimerais qu'on parle de la relation, coordination entre le staff médical et le staff technique. On connaît l'importance d'une bonne communication entre ces différents acteurs de la performance. Comment vous communiquez pour ne rater aucune info? Déjà, du coup, il y a le staff sportif où, pour moi, il y a un chef de projet qui est le coach. Donc là-dessus, il y a des directives au niveau sportif, au niveau management, etc. Et ça, il faut bien les comprendre et aussi aller dans ce sens-là. Je pense que le plus important dans un staff sportif, c'est d'être à l'unisson et qu'il n'y ait pas forcément d'intervalle, mais qu'on soit vraiment tous dans la même direction et qu'on ait la même vision. Ensuite, dans la coordination au quotidien, moi, je ne peux pas travailler sans eux. Et inversement, on est tous importants dans le système. Donc, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il veut mettre en place sur le handball. Je parle du coach et aussi des adjoints, notamment l'entraîneur adjoint et aussi l'entraîneur des gardiens de but. Et après, se coordonner sur la construction des séances. Par exemple, bah voilà, on va faire ça en handball, telle intensité. Après, on va rajouter ça en physique. Moi, j'ai fait une séance assez volumineuse ce matin, donc on adapte un petit peu en handball, etc. Donc, il y a une coordination permanente, une grosse communication. On a de la chance de travailler dans les mêmes bureaux et du coup, voilà, on se voit au quotidien en permanence. Euh, après, sur l'aspect médical, ce qui est important, c'est justement toujours pareil, la communication et d'être vraiment, de tenir au courant les médecins quand nous, on peut observer des choses. Et inversement, quand ils ont des informations qui sont précieuses pour adapter les entraînements ou pour comprendre certains comportements. On est en échange permanent, on a des staffs réguliers aussi, sportif et médical, et le staff médical fait un gros travail. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, en tant que préparateur physique, sans médecin, sans kiné, je peux pas travailler. Quand il y a une joueuse qui se blesse, en premier lieu, il y a un diagnostic qui est fait par les médecins, il y a une prise en charge kiné, et après, il faut que je m'inscrive dans la continuité. Moi, je trouve que c'est une vraie richesse, et je dirais que c'est une deuxième équipe dans l'équipe, quoi. On est une grande équipe, forcément, l'équipe, elle englobe tout le monde, mais c'est une deuxième équipe avec qui il faut se coordonner. Mais c'est Mm. très intéressant, quoi. Ouais, c'est important de bien s'entendre, d'avoir une vision commune. C'est des choses qui sont assez intéressantes de travailler en équipe, main dans la main, pour la performance de nos sportifs. Comment tu vois l'évolution du handball féminin d'ici une dizaine d'années? Je pense que ça va très bien évoluer. Déjà, depuis que je suis rentré dans le milieu, moi, j'ai vu des grandes évolutions. Ça se professionnalise beaucoup. Je vois de plus en plus de préparateurs physiques arriver dans les clubs. Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté, de façon générale, à structurer les clubs. Il y a aussi beaucoup plus d'engouement, c'est-à-dire que de plus en plus les gens viennent voir le handball féminin et ça leur plaît. Donc, je pense que ça va évoluer. Il y aura plus de moyens. Plus de moyens, ça passe par plus de sponsors, plus de gens qui vont miser sur le sport féminin et ça, j'y crois fort. Donc là-dessus, il va y avoir la possibilité aussi après bah, d'étoffer les staffs, d'avoir plus de ressources humaines, plus de compétences et du coup, forcément, après, voilà, des joueuses qui seront à fond dans leurs projets et des projets de club qui seront super intéressants. Donc, je pense que ça va beaucoup plus être médiatique, ça va être beaucoup plus reconnu, ça va être, à mon avis, un sport qui va prendre une grosse place. Et je pense que tous les sports féminins vont s'apporter un peu mutuellement. Je pense là, on va avoir la Coupe du Monde de football féminin qui va débuter dans quelques jours. Et je pense qu'effectivement, tout ça réuni, en fait, va peut-être amener les gens à consommer davantage de sport féminin. Je ne sais pas si tu as vu, là, il y a une pub qui est sortie avec l'utilisation d'IA, où en fait, ils ont pris des images de l'équipe de France féminine de football qui voilà ils ont pris des actions etc avec en fait ils ont mis le visage des footballeurs masculins Griezmann Mbappé etc ils ont fait croire en fait que ces actions là avaient été réalisées par l'équipe de France masculine et c'est assez intéressant et assez troublant
parce que bah, en fait, on pourrait le croire. Et c'est de montrer en fait que finalement, entre cette partie masculine et cette partie féminine, bah, on peut quand même avoir du spectacle, avoir une certaine forme d'intensité. Je pense que bah, ça va aller dans un sens certain, quoi. Alors d'aujourd'hui, en fait, on s'y retrouve des deux côtés, c'est-à-dire que par exemple dans le handball masculin, forcément les gabarits sont différents, les données aussi physiques sont différentes, donc forcément il y a une différence. Maintenant, comment tu peux optimiser les corps, comment tu peux optimiser la performance d'un côté chez les gars et d'un côté chez les filles, et tu t'aperçois qu'en fait, ben, des deux côtés, il y a un magnifique spectacle, que des deux côtés, il y a des qualités physiques incroyables et que des deux côtés, quand on prend par exemple à l'image de l'équipe de France, il y a des résultats. Et du coup, moi, je trouve que c'est vraiment cool. Moi, je prends l'exemple de mon père. Du coup, moi, je suis dans le sport de féminin maintenant qui, bah, il regarde, il suit. Mais à côté de ça, il suit aussi le hand masculin. Il me dit, enfin, voilà, j'adore venir voir les matchs des filles et il est à fond et il y trouve autant de plaisir. Et je crois que c'est ça, l'essence du sport aussi. Mm, C'est mm. de prendre du plaisir à le regarder. Et c'est avant tout un spectacle, hein. Génial. Quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à tes sportives? Le meilleur conseil, je dirais que c'est la progressivité. S'il n'y a pas de progressivité, je pense que ça peut mal se passer. En tout cas, sur l'aspect physique. Donc, je dirais que c'est de faire confiance au processus et de respecter les étapes. C'est un peu comme partout, quoi. Mais vraiment, la progressivité, c'est quelque chose que j'emploie beaucoup. Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast, une ressource, un documentaire à nous conseiller? J'ai deux livres, High Intensity Interval avec Martin Bucate, qui est intéressant parce que sur l'aspect aéro, j'ai lu beaucoup de trucs sur la force, mais il n'y en a pas un qui me vient en tête plus qu'un autre. Et après, je dirais que c'est pas forcément lié au sportif, mais c'est sur la communication. Les mots sont des murs ou des fenêtres de Marshall Rosenberg, qui m'a beaucoup apporté et qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma communication avec les Ok. athlètes et en règle générale dans ma vie. Et après, forcément, bah, Internet aujourd'hui, c'est une grande richesse. Donc, j'écoute des podcasts, un peu de tous les univers. Je regarde des séries aussi. J'aime beaucoup aussi savoir comment ils fonctionnent les coachs sportifs. Enfin, pas les coachs sportifs, les coachs, tout simplement. Voilà, après, il y a des séries qui me font plaisir. J'ai regardé la série Coach sur Netflix. J'ai regardé All or Nothing sur Prime Video aussi, là où on voit un peu l'intérieur des équipes anglaises. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et il y a toujours des choses à prendre, en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre. Clairement, clairement. Donc, Je prends vachement la reco là, sur la communication dont tu viens de parler, parce que c'est un domaine qui m'intéresse tout particulièrement. Donc, merci pour la reco et je pense que ça intéressera pas mal de nos confrères qui sont professionnels du sport et de la santé. Quel serait le meilleur moyen de te contacter pour aller un peu plus loin sur le podcast et puis voilà, pour te remercier d'avoir passé avec nous un moment? moi, je suis assez réactif sur LinkedIn et puis sur Instagram. Voilà, je pense que c'est le plus simple pour tout le monde et les gens qui écouteront ce podcast. C'est avec plaisir s'il y a des gens qui m'envoient un petit message que j'y répondrai. Parfait. Eh ben, je mettrai bien évidemment tout ça en lien dans la description. Je vais te poser la dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du podcast du Squat de la performance? Déjà, je voulais remercier Bastien, qui est mon meilleur pote, et c'est grâce à lui que je fais ce podcast. Mais sinon, pour passer un peu le relais, je dirais Jérémy Rivoal. C'est un ami qui est préparateur physique et avec qui on a fait nos études ensemble, dans le haut niveau aussi. Lui, il est sur le pôle France voile à Brest, donc il travaille dans la voile olympique et il Ok. accompagne aussi des pilotes d'endurance en moto. Il a le versant un peu sport mécanique. Et la voile, c'est aussi très, très intéressant. Il y a des projets super. Je pense que ça peut être vraiment intéressant et ça peut diversifier un peu les podcasts, j'imagine. Carrément, Voilà. carrément. J'essaye de rendre le podcast de plus en plus éclectique et c'est une super reco parce que personne n'est encore intervenu sur ce sport-là. Et d'ailleurs, Ok, même sur super. les sports moto, on en a un petit peu parlé avec mon pote kinéaste qui intervient sur le Dakar. Mais Ok, ça peut être vraiment top. Et d'ailleurs, tu es aussi le premier sur le handball d'un point de vue général. Donc, c'était un cool. plaisir de t'avoir avec nous. Tom, je te laisse le mot de la fin. Bah déjà, je te remercie pour l'accueil. Merci pour tes questions qui étaient toutes pertinentes. Toujours un peu frustrant ce genre de podcast parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais c'était un réel plaisir d'échanger avec toi et bah, je trouve que c'est super ce que tu fais. Donc voilà, je te donne de la force pour continuer et être à fond. J'apprécie. Et puis, bah, bien évidemment, merci à Bastien pour la reco, parce que c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup à toi aussi, Tom, pour ton partage sur ton activité au sein du BBH.
Merci à toi qui est toujours là de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Tu connais la chanson, abonne-toi au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis un 5 étoiles m'aiderait grandement à faire connaître tous ces précieux conseils d'experts dans le sport. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!